suis le président du comité d'organisation du trophée MT Kassalo Femme d'honneur et président du conseil d'administration de la Lisadel. Je suis né dans le Kassalo Occidental, originaire d'un Demba. Je suis d'un petit village qu'on appelle Chipamboula Bokwakabunda. J'ai étudié au village, école primaire, secondaire, et parti en Demba. Et j'ai fini mes études au collège Saint-Louis à Kananga. Je suis né en 1960 et je crois que c'est l'essentiel. Je suis marié, père de 9 enfants, 4 garçons et 5 filles. Oui, je suis un enfant de l'indépendance, au début de l'indépendance. Oui, ceci aussi parce que je suis né le 10 décembre, la journée des droits de l'homme au niveau international, le 10 décembre 1960. Donc, je suis influencé par nature, par cette date-là, aussi par l'événement de l'indépendance du Congo. Et toute ma vie est influencée par ces deux événements, la naissance et l'indépendance. J'ai fait l'université. D'abord, avant d'entrer à l'université, j'étais au séminaire. J'étais aux facultés de théologie catholique à l'époque, parce que je voulais devenir prêtre. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas ma vocation. Et j'étais obligé d'aller faire l'université. Et j'ai fait les sciences économiques, où j'ai fini en licence. Et quand j'étais à l'université, j'étais élu président de la MECO, Mutuelle des étudiants du Kassalo Occidental, où j'ai trôné pendant plus de 4 ans. Et j'étais à l'occasion élu chef de la coalition Est. Donc la politique de ce pays-ci, de 87 jusqu'à 90, c'est moi qui manipulais, qui faisais la politique de ce pays à travers avec les étudiants. Et jusqu'à 89, et en 89, j'ai organisé la révolution en 89, qui a débouché sur la fermeture de toutes les universités en RDC et supérieures. Et à leur ouverture, les étudiants se sont révoltés contre M. Mobutu et Mobutu était obligé. Comme les étudiants avaient réveillé la population et la population s'est embarquée, la population commençait à parler contre Mobutu et Mobutu était obligé d'organiser la consultation populaire. Si on dit aujourd'hui que le pays a été démocratisé par Mobutu, en grande partie, 80%, c'était l'action menée par les étudiants à travers le leader qui je suis. Oui, je crois que quand on étudie, quand on fait les sciences économiques, la première préoccupation soit de travailler à la Banque centrale ou à l'OFIDA dans les décisions financières où on doit retrouver son compte. Et quand j'ai fini, j'avais la même ambition. Mais néanmoins, j'étais très préoccupé par l'humanitaire parce que je ne comprenais pas comment ces choses pouvaient changer dans ce pays s'il n'y a personne qui pouvait s'en occuper. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir 2 offres. L'offre d'emploi à la Banque centrale, où je devais travailler dans le cabinet du gouverneur de la Banque centrale, Niabou Chabaï. L'offre d'emploi à l'OFIDA, où je devais travailler dans le cabinet du PDG de l'OFIDA. C'était les 2 offres que j'avais. Mais lorsque je suis reçu en dernier par le PDG de l'OFIDA, et quand je sors, je devais commencer le travail le lundi, nous sommes le vendredi. J'ai eu la tristesse, parce que je me suis rendu compte que quand je vais travailler, j'aurai un véhicule et un immeuble. Alors la question que je me suis posée, je me suis dit, est-ce que si je fais l'école primaire, secondaire, université, c'est pour avoir l'immeuble et une voiture, ou c'est pour être utile à la communauté? À cette question, j'ai eu la tristesse d'avoir perdu mon temps à l'université. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait l'université, qui ont des maisons, qui ont des immeubles, qui ont des véhicules. Mais moi, je suis allé perdre du temps à l'université pour avoir la maison et le véhicule. Alors j'étais triste. Et triste pendant 3 jours. 3e jour, j'ai parlé à mon épouse. On venait de se marier. Vous connaissez la vie des jeunes couples. Je lui dis, je suis bien entendu appelé à aller travailler. Mais la question, c'est comme si je suis appelé à m'occuper d'autre chose. Je dois mettre en place, vous savez qu'à l'université, les filles sont violées par les professeurs. Et dans les écoles, Mobutu avait pris la décision de mettre fin à la prise en charge de l'éducation. Il y a beaucoup d'enfants des pauvres, des enfants des orphelins, les enfants orphelins, les enfants abandonnés qui ne peuvent pas aller à l'école. Alors toutes ces choses vont se régler comment s'il n'y a personne qui s'en occupe. Donc il faut absolument que je mette en place un mécanisme pour pouvoir aider à ceux qui mettent fin aux violences sexuelles et en même temps lutter pour que l'accès à l'éducation soit effectif pour tous les enfants.
Et heureusement, il a compris. S'il se serait opposé, je pense que la Lizadel n'aurait pas eu 8 jours. Mais la femme, il m'a accompagné, il a accepté de m'accompagner. Il a dit, bon, comme c'est Dieu qui t'appelle à ça, je ne peux que t'accompagner. On n'avait pas d'espoir, on n'avait rien. Et je ne savais même pas qu'il y avait des bailleurs de fonds. Et je me suis engagé dans cette affaire. Et j'ai fait la première conférence à la sortie. Je l'ai fait avec un ami qui s'appelle Loua Kiab. Loua Kiab était un assistant à l'université et qui m'a beaucoup aidé à pouvoir, comme lui avait des moyens, il m'a aidé à pouvoir organiser la conférence de presse. Et c'était dans le bureau de Chebeya. Après la conférence de presse, Chebeya m'a donné une table, une chaise et j'ai commencé à travailler. Je me suis servi, je ne savais pas qu'il y avait le bailleur de fonds, mais néanmoins, mon ami Guillaume Ngefa de la SADO me dira que non, c'est que tu fais la thématique et tu abordes. Il y a des bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds, c'est quoi? Il m'explique c'est que c'est un bailleur de fonds. Il m'explique où est-ce que je peux trouver un peu d'argent pour mener les actions que je mène. Il me parle de l'UNICEF, que je ne connaissais pas. Il me parle des Nations Unies. Bon, c'est trop compliqué. Mais néanmoins, quand je les approche, ils ont commencé à trouver que mon discours était cohérent et ils pouvaient boucher sur quelque chose d'intéressant. Et j'ai été aussi aidé par la télévision TKM, à l'époque avec Kimambi Shintoa, que je salue en passant, qu'il me recevait régulièrement sur TKM, parce qu'à l'époque il y avait 2 chaînes de télévision, TKM, RTNC. Mais il me recevait régulièrement pour parler des droits des enfants. Et personne ne pouvait croire à ça. Quand je parlais des droits des enfants, personne ne pouvait croire. Quand je pouvais parler du droit à l'éducation, personne ne pouvait croire. Mais Dieu merci, c'est avec le temps que les gens ont commencé à comprendre, les partenaires ont commencé à comprendre qu'il y avait une détermination dans ce que je faisais. Alors, la motivation, c'est que j'ai été appelé, Dieu m'a appelé pour pouvoir occuper des personnes vulnérables, des personnes de veuves, des orphelins, des enfants abandonnés, des enfants violés, des femmes violées. Dieu m'a appelé à ce service parce que dans notre pays, avant que la Lizadel existe, il n'y avait aucune structure dans ce pays qui s'occupait des enfants, des femmes violées ou des enfants violés. Il n'y avait aucune structure qui s'occupait de la question de l'accès de métier des enfants à l'école. C'est moi, c'est la Lizadel, avec mes idées, qu'on a commencé à parler de ce phénomène. Et j'ai mis en place le mécanisme de protection qui est devenu aujourd'hui un mécanisme qui a été récupéré par les Nations Unies. On parle des cliniques juridiques, c'est ma création, c'est moi qui ai créé les cliniques juridiques au Congo. Donc ce sont des choses qui n'existaient pas, que j'ai mis en place et qui sont devenues une référence pour la communauté. Lorsque je me trouve à l'université, les filles, mes collègues à l'université, intelligentes, parfois plus intelligentes que moi, pour passer des classes, ils devaient se déshabiller devant les professeurs. Malgré elles, le professeur dit, pour te donner le code que tu as mérité, je dois coucher avec toi. Ça m'a troublé, parce que je connais une fille qui était vierge en première licence. Le professeur lui demandait de sortir avec elle. Elle a refusé. La fille a eu 3 points sur 20. Une cour d'exclusion, il ne faut pas passer à la 2e licence. Il était obligé de changer des options pour terminer. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. J'ai dit comment qui peut s'en occuper si nous on ne s'en occupe pas. Il faut trouver la solution. J'ai connu le dossier des enfants qui ne vont pas à l'école. Vous savez que dans ce pays-ci, en 1984, lorsque l'État congolais entre en programme d'ajustement structurel avec la Banque mondiale, la Banque mondiale oblige l'État congolais à mettre fin à la prise en charge de l'éducation. Nous sommes les enfants de paysans, nous avons étudié grâce à l'État, à l'appui des États. Nous avons étudié primaire, secondaire, arrivé à l'université, on me dit il n'y a plus de prise en charge. Ça m'a choqué. Et j'ai vu la situation que nous vivons aujourd'hui, moi je l'ai vu pendant que j'étais étudiant. Et c'est là qui m'a mené à avoir presque une haine contre Mobutu. J'ai dit que Mobutu doit partir. Parce qu'avec ça, il est en train de tuer le pays. Et lorsque j'ai pensé aux enfants, parce que je me suis dit que si les enfants n'ont pas étudié, l'avenir sera comment? Et à l'époque, vous vous rappelez que lorsque Mobutu décide d'entrer en programme d'ajustement structurel, il y avait le ministre de l'Éducation qui passe à la télévision, qui déclare qu'on a beaucoup formé, l'État n'a plus besoin de former. Les parents doivent se débrouiller pour prendre leurs enfants en charge. Et ça, c'est le niveau d'irresponsabilité le plus élevé. Et moi, j'avais déjà compris. J'avais 2 oreilles pour comprendre ce genre de discours et ça m'avait bouleversé à l'époque. Ce qui fait que j'ai pris la décision en premier graduat, j'entre en 2e graduat, de ne pas quitter l'université et laisser Mobutu au pouvoir. Raison pour laquelle, quand je suis arrivé, j'ai eu l'opportunité
de diriger la coalition. J'étais obligé de faire la révolution pour que Mobutu parte. Et c'était ça ma décision. Et quand j'ai pris cette décision, c'est dans mon cœur, je suis maximum une opportunité où je pouvais jouer un rôle déterminant pour actionner tous les étudiants et amener à pousser Mobutu à démissionner. Et c'était ça. Je n'ai pas regardé les conséquences. Je me dis, il faut qu'il parte. Ma vie ne signifie rien par rapport à l'ensemble d'enfants qui ne vont pas à l'école, par rapport à l'ensemble de femmes qui sont violées. Alors j'ai pensé à ça, les femmes et les enfants. J'ai dit, les filles peuvent avoir les mêmes capacités que les garçons. Tant qu'il y a des violences sexuelles, ils ne seront pas compétitifs. On va toujours considérer que c'est leur sexe qui les fait passer les classes. Mais si on met fin à ce phénomène, on aura la chance d'avoir des femmes compétitives qui peuvent mieux aussi contribuer au développement de ce pays. Voilà pourquoi je travaille sur la question de la femme, je travaille sur la question de l'enfant. Nous avons redonné la joie à ceux qui n'avaient plus d'espoir. Nous avons apporté le sourire à des familles meurtries par l'injustice, les mauvais traitements. La femme et l'enfant ont toujours été le sujet de notre préoccupation principale. Leur prise en charge, leur formation, le rétablissement de leurs droits, telles sont nos priorités. L'IZL, Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves. Comme la matière concernant l'enfant, concernant les violences faites aux enfants, c'est une nouvelle matière et que beaucoup de gens ne savaient pas. La LISADEL était la première institution à mener la campagne sur la vulgarisation de la Convention relative de l'enfant, la Convention sur l'élimination, la discrimination à l'égard de la femme. Toutes ces deux conventions, c'est la LISADEL qui a mené la campagne. Nous avons même diffusé, donc reproduit ces lois et le divulgué à travers le pays. Donc nous avons fait cette campagne-là, pour cette sensibilisation, pour que la population s'approprie de cette convention. Deuxièmement, nous avons organisé le premier atelier qui devait réfléchir en 1996, donc en 1996, comment les enfants peuvent accéder au système éducatif. Comment rendre l'enseignement primaire gratuit obligatoire dans notre pays. Nous y en avons réfléchi déjà en 1996. Il y avait la participation de l'UNICEF, UNESCO, ministère du genre, et tous les ministères qui ont la charge de l'enfant ont participé à cette réflexion. Et la réflexion est débouchée sur la création d'un fonds de promotion de l'éducation qui devait être financé par les taxes incorporées dans tous les produits de consommation. Et c'était ça. Et nous avons fait le plaidoyer pour qu'il y ait la loi sur la protection de l'enfant. Nous l'avons. Nous avons fait le plaidoyer pour qu'il y ait la loi sur la violence sexuelle. Nous l'avons. Les deux lois. Et la LISADEL a vulgarisé ces lois. Et nous avons continué à faire le plaidoyer pour la gratuité de l'enseignement fondamental. Et nous avons influencé les politiciens, particulièrement Papa Tshisekedi Mulumba, qui a parlé avec moi sur la question de la gratuité de l'enseignement fondamental. Et la thématique, quand lui parlait de la gratuité de l'enseignement fondamental, c'est sur la suite de notre discussion avec lui, où je lui ai montré la nécessité de rendre l'enseignement gratuit obligatoire. Et son fils a récupéré la situation. Je crois que nous avons tellement travaillé, et aujourd'hui, nous avons l'accès gratuit pour les enfants. C'est une grande avancée pour la République. Et nous avons la loi sur la violence sexuelle qui réprime les violeurs. C'est une avancée aussi. Mais je crois que nous devons continuer à lutter cette fois-là pour que la mise en œuvre de la gratuité soit effective, la mise en œuvre de la loi sur la violence sexuelle soit effective, et de telle sorte que nous puissions déboucher sur une loi qui sanctionne tout le manque du respect à l'intégrité physique de la femme. Et je crois que si on arrive à ça, je crois qu'on aurait atteint ce dont nous avons besoin. Première chose, j'ai eu les menaces du gouvernement Kabila. Avant la mort de Chebeya, j'étais visité par le commando 2 fois dans ma maison à Limete. Avant la mort de Chebeya. Et les gens de service de sécurité ont mis à ma trousse pendant 1 année pour savoir ce que je faisais avec les agences, les ambassades, tout ça. Pour quelqu'un d'autre, il pouvait avoir peur de sa propre situation, peur de la situation de ses enfants. Mais ça ne m'avait jamais découragé. Ça ne m'avait jamais empêché de mener mes actions.
Du temps, il y a eu massacre au Kasaï avec les affaires de Kamwene Nsapu. Je suis la première personne dans ce pays à faire une déclaration pour sonner la sonnette d'alarme en faveur des enfants et des femmes qui étaient tués dans l'histoire de Kamwene Nsapu. J'étais le premier, le massacre. J'ai eu l'information des 30 qu'il y avait le massacre dans le Kasaï. Et les 4, je fais une conférence de presse. Et même la MONUSCO était étonné de voir que j'avais pris une position claire où j'ai démontré noir sur blanc que M. Kabila avait pris des armées étrangères pour s'attaquer, pour tuer les enfants au Kasaï et les femmes. Et on l'a informé, j'ai eu l'information. Il ne pouvait plus venir à moi, comme il avait déjà le problème de Chebeya, il ne pouvait plus revenir à moi. Il a hésité. Et de mon côté, je n'avais jamais été troublé ou empêché de continuer à mener mes actions. Parce que je me dis, si je travaille et que la mort survenait, c'est dans l'appel de Dieu, c'est tout à fait normal. Vous mourrez au fond parce que vous êtes un soldat. Vous mourrez parce que vous êtes un médecin, vous êtes atteint de maladie de la victime. Je crois que ça ne peut pas être un problème. J'ai compris que dans la vie, il fallait toujours rester constant. Quand vous regardez l'objectif, regardez la direction là où vous allez. Et pas perdre de temps à regarder les conséquences, tout ça. Et ça permet à ce que vous puissiez voir les résultats que nous avons aujourd'hui. Je n'ai jamais eu peur de quoi que ce soit, même pas de ma famille. Et d'ailleurs, quand je mets mes actions, je ne regarde pas la famille, je ne regarde pas l'organisation. Je me dis, c'est une vocation, je fais ce que je dois faire parce que Dieu m'appelle à ça. Je ne travaille pas pour ma famille, je travaille pour la communauté. Je travaille pour le changement, je travaille pour l'avenir de la République, je travaille pour l'avenir de l'humanité. Donc si je mets ma famille au devant de la scène, je ne sais pas ce que je fais, ou ma sécurité. Parce que je suis appelé à travailler pour l'avancement de l'humanité. Il y a des conséquences. Et cela ne peut pas m'empêcher de continuer à travailler. N'eût été l'encouragement de mon épouse, du moment où je lui parlais, que je vais mettre en place un mécanisme pour lutter contre les violences faites aux femmes, pour lutter pour l'accès de tous les enfants à l'école, sans moyens, sans soutien. Quand je vais lui en parler, pendant qu'il y avait l'opportunité d'aller travailler à la Banque centrale de l'Occident, si cette femme se serait opposée, la Lise ne ferait pas jour. J'ai encouragé mon mari qui a renoncé à travailler à la Banque centrale et à l'Ofida pour la prise en charge des femmes et enfants victimes de violences sexuelles et basées sur le genre, où je suis cofondatrice. Depuis lors, je suis la pièce maîtresse pour la gestion des dossiers des femmes et enfants qui frappent à la porte de la Lisadelle pour l'accompagnement tant en justice que médical. J'assure le référencement vers les avocats pour l'accompagnement judiciaire, vers les psychologues, pour la détraumatisation, vers l'hôpital, pour les soins médicaux, vers les foyers sociaux pour l'apprentissage des métiers et la réinsertion économique. Depuis 1994, j'ai accompagné des dizaines de milliers de femmes et les enfants qui avaient besoin de notre aide. Voilà pourquoi j'ai pensé mettre en place les trophées MTK Salou. Parce que c'est à l'issue de la réflexion sur ma propre situation que j'ai compris le rôle que joue la femme dans la réussite de l'homme. Donc si l'homme réussit, c'est grâce à l'accompagnement de la femme. Mais généralement, on ne parle pas tellement de ça. Alors moi, j'ai compris que c'est la femme qui est responsable, qui m'a amené à pouvoir être sûr de ce que je fais, avoir le courage de continuer, à pouvoir... C'est elle qui m'a encouragé. Parce que si elle-même commençait à se plaindre, elle allait intéresser les gens qui allaient me décourager. Mais comme elle-même me soutenait, elle était d'accord avec moi. Peut-être si intérieurement, elle pouvait avoir peut-être peur, mais elle ne l'exprimait pas. J'ai compris que j'ai le soutien de ma femme et je pouvais aller de l'avant. Et voilà pourquoi, dans la décision de mettre en place les trophées MTK Salou, j'ai compris que maman Marthe avait joué un rôle déterminant pour que son mari continue à travailler, continue à lutter contre le régime et nous amener là où nous sommes aujourd'hui. Donc sinon, son rôle était déterminant. J'étais, en étant chef de la coalition Est, à l'époque, il y avait coalition Est et coalition Ouest. En étant chef de la coalition Est, j'avais la latitude de gérer la politique de l'université. Et je savais aussi qu'il y a beaucoup de poltrons parmi nous.
j'ai géré le pays, j'ai géré avec les chefs de province. Et tous ces chefs, je ne connaissais pas leurs acquaintances avec le pouvoir. Mais toutefois, je leur ai dit que nous devons faire quelque chose pour organiser des manifestations dans la ville, pendant qu'ils savaient que j'ai fait une action de grande envergure. C'était pour la première fois qu'on puisse mener cette action-là. J'ai mené une très grande action qui a permis toutes les universités, tous les instituts supérieurs à pouvoir s'engager dans le processus de lutter contre les régimes. Et on a fermé les universités. Et quand on a réouvert les universités, on a continué à mener les actions. Et ces actions-là ont fait que Mobutu ait peur, avec cette histoire de père stoïca, qu'il ait peur et qu'il ait décidé de passer la consultation populaire. Et lui qui a fait la consultation populaire, et moi-même, parce que moi-même on voulait me tuer, moi-même, il a été chargé de me tuer. Il est passé à l'université avec les militaires pendant que moi j'étais absent, parce que j'étais très discipliné. J'étais très discipliné. J'étais très concentré. J'évitais de faire n'importe quoi à l'université, de peur qu'on puisse m'atteindre. Et j'ai quitté quelques heures avant qu'eux arrivent. Et ils m'ont manqué, et je suis allé me cacher. Du moment où Mobutu a fait son discours, je suis sorti pour aller terminer mes études. Parce que j'avais fait suspendu de mes études. Je suis rentré à l'université. J'ai terminé la première session et je me suis mis à la disposition de l'opposition à l'époque, union sacrée, pour pouvoir travailler avec eux en tant qu'individu, parce que je n'ai pas l'organisation. En 90, que j'ai fini et j'ai commencé à travailler. Et je vous assure que toutes les journées villes mortes, le marche pacifique organisé à l'époque par l'opposition, de 89 jusqu'à 93, c'est moi qui initiais ça. Je les initiais, mais je n'étais pas comme aujourd'hui les autres qui sont trop visibles. Si j'étais visible, on allait me tuer. Mais comme je le faisais en coulisses, c'est moi qui initiais, c'est moi qui faisais tout en coulisses. Et les gens voient les individus qui font les manifestations, mais ils ne savent pas qui initiait ça. Et c'est moi qui organisais ça. Et c'est 93 que je me suis rendu compte que les politiciens ne pouvaient nous amener nulle part. Avec 93, avec la détermination que j'avais, je pensais que je pouvais faire m'occuper des problèmes des enfants et des femmes, plutôt que perdre mon temps à aller travailler pour avoir l'argent et manger. Je travaille pour l'intérêt des femmes et des enfants. Je suis totalement politique. Parce que ce qui m'intéresse, c'est le problème des enfants. La solution pour les femmes, la solution pour les enfants. Même le régime actuel, s'il ne fait rien pour les femmes et pour les enfants, il va me trouver sur la voie. Je suis très favorable au régime actuel. Je suis extrêmement favorable. Parce que beaucoup de choses que j'ai rêvé se réalisent à travers ces régimes. Je les soutiens à 100%. Mais s'ils font le contraire de ce que nous envisageons, nous rêvons, ils vont nous trouver sur leur voie. Mais pour l'instant, ils sont sur la bonne voie. Nous ne pouvons que les soutenir. Je crois que ce n'est pas nécessaire. Avec mon expérience, je crois que ce n'est pas nécessaire. Le plus important, c'est d'entretenir de bonnes relations avec ceux qui gèrent, ceux qui sont au pouvoir. La possibilité de les approcher, de leur parler de vos problèmes, de leur montrer la voie à suivre. Parce qu'en fait, la société civile a le rôle du conseiller de l'État, le rôle des autorités. La société civile doit jouer le rôle d'accompagnement. La société civile n'est pas opposant à l'État. La société civile travaille avec l'État, aide l'État à pouvoir réaliser les promesses. Si la société civile se fait opposant, à ce moment-là, ce n'est plus la société civile, on devient politique. Donc, notre rôle, c'est d'accompagner l'État, de faire le plaidoyer auprès de l'État pour que ces derniers prennent en considération la demande de la base. Alors, si on s'est fait opposant, on ne l'approche pas, il ne va pas tenir compte de ce que vous faites. Moi, j'ai organisé des rencontres avec le Parlement de Kabila. Je suis allé au Parlement, négocier au niveau du Parlement, au niveau de la commission ECOFIN, négocier, discuter avec eux pour qu'on augmente le budget de l'éducation, en leur montrant les conséquences de la situation. Vous vous rappelez, à un moment donné, on avait décidé que le budget n'a pas été voté parce qu'on devait régler le problème de l'éducation. À l'époque, vous vous rappelez, et c'était à la suite de notre négociation au niveau de la commission de l'ECOFIN. On a décidé, on est les approcher pour dire que du moment où le ministère ou le PSP n'est pas financé, il ne faut pas espérer que le développement de ce pays pourra se réaliser.
les enfants ne sont pas formés, les systèmes ne fonctionnent pas, il n'y a pas d'accès à la formation idéale et il ne faut pas espérer que les choses pourront changer. Et bien les enfants aller à l'école. Les enfants des pauvres, des orphelins doivent aller à l'école. Il y a beaucoup d'enfants dans la rue. Il y a des enfants Koulouna, tout ça. C'est parce que les enfants n'accèdent pas au système. Il faut permettre à ce qu'ils y aillent à l'école. Pour que les enfants aillent à l'école, il faut décharger les parents. Il faut augmenter le budget à l'éducation et permettre à ce que l'État prenne en charge, paye à la place des parents. Ça permettra à ce que tous les enfants, des pauvres, des enfants orphelins, puissent aller à l'école. C'est une discussion qu'on fait avec les autorités. Mais quand vous n'avez pas, vous êtes à l'opposition, en opposition avec les autorités. Tout ce qu'ils vont raconter, personne ne va suivre. Donc, la société civile, son rôle principal, c'est de veiller, de suivre la mise en application des promesses de l'État. Et si l'État n'a pas réalisé, on ne peut que l'approcher pour lui dire, voici ce que vous n'avez pas fait, au regard de toutes les promesses que vous avez faites à la population. Et ce n'est qu'à ce moment-là, avec un discours courtois, qu'on peut avancer. Mais il y a une société civile qui est là que pour donner l'opportunité à l'Occident de pouvoir marginaliser nos gouvernants, ce n'est pas une vraie société civile. J'insiste là-dessus. La société civile, actuellement, je vois beaucoup de gens en train j'ouvre la parenthèse. Les gouvernements occidentaux, ils fonctionnent sur base des informations qu'ils reçoivent dans nos pays. Ceux qui donnent l'information, c'est la société civile. Mais ils les donnent à qui et pour quel objectif? Lorsque les Occidentaux reçoivent, surtout les organisations internationales, reçoivent les informations qui sont négatives sur le pays, quand ils vont aux Nations Unies, ils vont préparer la résolution contre soit Kabila, comme ils le faisaient à l'époque, contre Tshisekedi. Mais en même temps, ils vont voir leurs États. Parce que ce sont les hommes qui sont les Français, les Américains, les Belges, ils vont voir leurs États pour dire voici, c'est une résolution qui est préparée contre le Congo. Leur pays appelle Tshisekedi, appelle Kabila, voici il y a une résolution contre toi aux Nations Unies, voici les conséquences. Si vous voulez qu'on enlève cette résolution, vous devez donner quelque chose, vous devez donner à telle entreprise française, belge, américaine, tel marché. Ce qu'on appelle le marché léoné. Donc si nous avons perdu beaucoup de choses, c'est parce que la société civile congolaise, la majorité travaille pour l'Occident et non pas pour les pays. Et ça fait que c'est le pays qui perd. Et alors, à mon niveau, comprenant comment les choses fonctionnent, je ne peux pas me mettre à travailler pour l'Occident. Je travaille pour la République. Quand ça ne marche pas, je passe à la télévision. Quand ça ne marche pas, j'approche l'autorité pour qu'on trouve la solution. Parce que c'est pour le bien de nos enfants, pour le bien de nos femmes. Alors on n'a pas intérêt à faire des rapports qui risquent de compromettre l'avenir de notre pays. Parce qu'il y a des sanctions qui sont prises, c'est le pays qui perd, c'est le pays qui est marginalisé. Ce sont les autorités qui sont marginalisées et qui ont créé la panique pour que finalement les autres puissent en profiter, avoir tout ce dont ils ont besoin. Voilà la politique, c'est ce que nous faisons. Moi j'ai toujours cru que la Lisadel, c'est une institution de Dieu, que Dieu a créé, qu'il m'a donné. Parce que dans ce pays-ci, avant la Lisadel, il n'y avait aucune structure qui influençait les pouvoirs publics. Il n'y avait aucune structure qui faisait la prise en charge, comme je l'ai fait jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, il n'y a aucune structure dans ce pays qui fait le travail que moi j'ai fait. Nous voulons que la Lisadel soit une ONG de référence pour toute l'Afrique, pourquoi pas dans le monde. Nous voulons que les gens s'affilient à nous et puis qu'on nous mette un peu du poids par notre gouvernement pour qu'on ait un impact sur la ville et sur le Congo en entier. Si moi j'étais à l'Est, j'allais avoir le prix Nobel. Mais ce que je vous dis, c'est que moi j'ai fait, personne ne l'a fait. La Lisadel, non seulement il a créé, il a influencé pour qu'il y ait des lois. La Lisadel a mis en place, je suis économiste de formation. J'ai créé les cliniques juridiques où j'ai mis l'assistance sociale, les psychologues et les juristes pour aider les personnes vulnérables. J'ai mis en place le mécanisme pour la détraumatisation. J'ai un foyer social pour toutes les personnes qui sont violées, qu'on met dans ce foyer social pour pouvoir, au sein des transits, pour pouvoir être détraumatisés. J'ai créé le foyer social pour la formation professionnelle, la centre de formation professionnelle pour les personnes vulnérables, qui peuvent bénéficier de la formation afin de pouvoir
bénéficier des kits de réinsertion, aller dans la société. Si j'avais des appuis réels, je mettrais le mécanisme dans toutes les provinces et ça fonctionnerait à merveille. Comme dans ce pays-ci, on ne peut pas soutenir ceux qui ont des bonnes idées, généralement, c'est pourquoi ça traîne. Deuxièmement, je me dis que c'est une vocation parce que je ne peux pas imaginer un jeune homme qui a tenu en économie et qui a l'avenir devant lui. L'avenir, c'est avoir une maison et un véhicule, avoir des immeubles, l'avenir pour les Congolais, et qui renonce à tout ça pour créer une institution dont tu ne connais pas qu'est-ce que ça va devenir demain. Si ce n'est pas une vocation, c'est une vocation. Parce que depuis que je l'ai créé, je n'ai jamais regretté, je me suis toujours attaché à ça. Et Dieu m'encourage toujours. Je connais les hauts et les bas, et je connais dans l'organisation. Il y a des périodes où je passe sans financement, mais ça ne me décourage pas. J'ai dit que quand j'ai créé cette organisation, je ne savais pas qu'il y avait des bailleurs de fonds. Je continue. Et je continue, Dieu m'encourage. Et quand je suis un peu affaibli, je me réfère toujours à Dieu. Je vais prier. Dieu me donne suffisamment d'énergie et ce qui est nécessaire pour continuer la lutte. Je crois que la Lisadel, c'est une organisation de l'Éternel notre Dieu, qu'il m'a donné pour pouvoir aider les personnes qui ont des problèmes. Et c'est ce que je fais. Dieu est le maître de toutes choses. J'implorerai la main de Dieu sur la Lisadel. Que Dieu protège aussi le président fondateur de la Lisadel, M. Godé Kayembe Mukendi, et sa chère épouse, notre maman, Julie Chihuahua. Ce que je n'ai pas encore obtenu, ce que je n'ai pas encore atteint, c'est d'arriver à mettre en place dans les villes et dans les territoires le mécanisme de prise en charge ou le foyer social intégré. En Occident, lorsque la femme a un problème, il y a une structure de prise en charge. L'enfant a un problème, il y a une structure de prise en charge. Et j'ai l'idée de mettre en place le modèle que j'ai commencé, mais qui n'a pas eu un grand soutien, à Mongafula, où j'ai mis le centre de transit pour la détraumatisation, le centre de formation professionnelle pour la réinsertion économique. Donc, si j'arrive à mettre en place, avec une grande capacité d'accueil, et dans toutes les provinces, dans tous les territoires, ce mécanisme, ce serait une grande avancée. Il suffit que Dieu me fasse grâce, que nous avons les moyens. Aujourd'hui, moi, si j'ai des milliards dans mes mains, je sais ce que je dois faire avec les milliards. Ces milliards vont me servir à construire les foyers sociaux à travers le pays pour aider les femmes et les enfants. La femme est une reine. Elle mérite respect et protection. Les vrais hommes ne peuvent ni porter la main, ni insulter leurs femmes. La protection de la femme doit être une obligation légale. La Lisadel protège les femmes et les enfants. Lisadel, la protection des femmes et enfants, c'est notre métier. Et tant que cela n'est pas encore réalisé, c'est un défi à relever. Deuxièmement, je pense qu'il faut qu'il y ait une loi. La loi qui protège la femme, l'intégrité physique de la femme. Donc lorsque il y aura la loi qui sanctionne toutes les personnes qui ne respectent pas l'intégrité physique de la femme dans ce pays-ci, ça serait une grande avancée. Tant qu'il n'y a pas cette loi-là, nous ne pouvons pas nous taire. Nous devons lutter pour qu'il y ait une loi spécifique qui sanctionne où le respect de la femme devient une obligation légale. Le respect de l'intégrité physique de la femme doit devenir une obligation légale. Lorsque nous avons atteint ce niveau-là, c'est alors que je me dis que nous avons avancé. Donc, ce sont des choses très importantes et qui ne sont pas encore atteintes, qui font que je continue à avoir toujours soif de voir ces choses se réaliser, pour que je me dise le dernier jour devant mon Dieu que j'ai accompli fidèlement la mission que tu m'as donnée. La Lisadel fait la sensibilisation des acteurs de prise en charge. Les magistrats, les OPJ. Nous sommes la première organisation à former tous les OPJ de la police dans cette ville de Kinshasa. Les OPJ de la police. Leur montrer ce que représentent les violences sexuelles, en alignant les avocats, plutôt les médecins et les psychologues, pour expliquer ce que ressent la femme lorsqu'elle est violée,
le médecin, ce qu'il veut dire, c'est que la femme reçoit comme torture physique lorsqu'elle est violée. Et nous avons amené toute la police à comprendre la nécessité de sanctionner les violeurs. Et sur place, nous avons mis en place un mécanisme de protection particulière. Nous avons mis des cliniques juridiques, qui ont aujourd'hui un modèle copié à travers le monde. Nous avons, dans nos cliniques juridiques, nous avons un assistant social qui reçoit la victime. Lorsque la victime arrive, il la réfère à l'hôpital. Parce qu'il y a des hôpitaux qui sont en programme avec nous, à travers les bailleurs de fonds comme l'UNICEF et d'autres, qui leur donnent les kits ou les produits. Et lorsque nous avons les victimes, on les réfère dans ces hôpitaux. Après, la victime, quand elle revient, nous lui donnons un psychologue. Parce que quand la femme est violée, elle doit être prise en charge sur le plan psychologique. Cette prise en charge doit durer pour qu'elle soit détraumatisée. Parce que généralement, quand la femme est violée, elle a tendance à vouloir se suicider. Parce que c'est sans nul. Donc, il faut un accompagnement psychologique pour y arriver. Nous avons les psychologues à cet effet, nous avons un collectif de psychologues, et puis nous avons un collectif d'avocats. Mais dans la même clinique, nous avons un assistant juridique qui initie la plainte en faveur de la victime, et il prend le dossier, il donne à l'avocat pour l'assister au niveau de l'instruction, jusqu'au moment où le dossier est fixé dans les audiences. Il appuie juste dans les audiences, il accompagne jusqu'à l'indemnisation de la victime. Donc c'est le travail que nous faisons. Et nous le faisons gratuitement. Je suis le psychologue Papi Madiata de la Lisadel. J'interviens maintenant pour la prise en charge psychologique et puis psychosociale de la victime Mombito Chelina, une fillette de 4 ans qui a été abusée, donc violée par son père nourricière. C'est un cas frais, donc l'événement s'est passé hier, le 29, à la matinée, vers 5h, 6h moins. La maman était sortie pour puiser de l'eau, et bien voilà, le père nourricière, l'époux de la maman, qui a abusé l'enfant. Et ce n'est pas la première fois. Donc toujours à l'absence de la maman, lorsque la maman est à la recherche des denrées rares, et bien voilà, le papa s'accapare de l'enfant. Vous avez suivi le témoignage bien même de la victime et de sa victimisation. Dans le cadre de mon travail maintenant, j'interviens en tant que psychologue, comme j'avais dit. Dans le cas de viol, d'abord nous offrons 3 paquets. Il y a le psychosocial, il y a le judiciaire, aussi psychologique. Parce qu'une fillette qui a été violée, on doit intervenir dans le délai, donc dans 72 heures, pour les soins de santé primaires auxquels nous intervenons avec les kits PEP. Donc les kits PEP soutiennent la victime dans toutes les infections possibles. Et bien voilà, même s'il y a le VIH dans les 72 heures, ça peut tuer et tout consort. Après maintenant le paquet, le volet médical, maintenant je vais prendre la victime en charge psychologiquement pour lui la détraumatiser. Sinon, un événement qui passe déjà des semaines, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ben voilà, ça vient avec des répercussions de la mémoire de la fille, ce qui peut faire qu'elle puisse entrer dans ce qu'on appelle le traumatisme et le bouleversement de sa santé mentale. Maintenant, nous nous levons pour l'hôpital pour la prise en charge médicale parce que c'est un cas frais. L'enfant saigne déjà, il faudrait qu'il puisse bénéficier des soins. La victime ne paye pas l'argent à la Lisadel et nos avocats travaillent comme le membre de la Croix-Rouge. Ils n'exigent pas de l'argent, mais néanmoins, si moi, quand moi j'ai l'argent, je leur paye à la place de la victime. Et voilà le travail que nous faisons. Et en dehors de ça, nous sommes parvenus à mettre en place le centre de transit.
Les centres d'identité, nous l'avons mis en place parce que nous avons constaté que les victimes qui sont traumatisées davantage, lorsqu'ils rentrent en famille, avec toutes les questions que les gens le posent, la personne se traumatise davantage. Et j'ai déjà enregistré des cas de filles qui sont mortes. Après la violence sexuelle, elle a commencé à raconter son histoire à son entourage, en disant que j'ai rencontré 4 soldats en route, et un des soldats avait des gales sur son pénis, et il m'a demandé de sucer son pénis. Et la fille a déliré. Elle est devenue folle. On l'a amenée au CNPP. Il a mangé le salamandre. Elle est morte. Et à partir de là, ça m'a donné la leçon qu'il fallait toujours isoler les victimes. Et quand elle est en contact avec d'autres victimes, ou en contact avec des psychologues, je crois que la situation peut être réglée que lorsqu'on la laisse en famille. Et je nous ai mis en place le centre de transit. Et la majorité des victimes qui sont au centre de transit sont pauvres. Quand ils rentrent en famille, ils sont toujours vulnérables. Et nous avons décidé de mettre en place le centre de formation professionnelle pour pouvoir lui donner la formation adéquate. Et à la fin, à la sortie de sa formation, on lui donne le kit de réinsertion. Ça peut être le casque, ça peut être, s'il a fait coiffure, ça peut être la machine à coudre, s'il a fait coupe et couture, ça peut être les assiettes et d'autres, s'il a fait hôtellerie. Donc, toutes ces choses-là, le fait dans l'objectif de pouvoir régler le problème des victimes. La clinique juridique, centre d'assistance judiciaire pour mères et enfants, ce qu'on appelle CAGEM. Et la première clinique juridique dans ce pays, nous l'avons mis en place en 1998, à Kalam. Et aujourd'hui, à Kinshasa, nous en avons 14, dans la ville de Kinshasa, en dehors des provinces. Dans chaque province, nous avons aussi des cliniques juridiques. C'est le mécanisme qui a été généralisé. Et je dis que dans ces cliniques juridiques, il y a l'assistance sociale, les psychologues et les juristes. Parce que je vous ai dit que nous avons un collectif de psychologues et un collectif d'avocats pour accompagner les victimes de violences sexuelles. Lorsqu'il arrive dans nos cliniques, il est reçu, il est référé dans les hôpitaux. Et lorsque le cas est compliqué, nous le référons dans notre foyer social où il y a le centre de transit et le centre de formation professionnelle. Et voilà comment ça se résume le mécanisme que nous avons mis en place. La première chose, j'ai mes enfants qui sont très intéressés à ce que je fais. Très intéressés, même ceux qui sont dans les grandes universités, ils sont très intéressés à ce que je fais. C'est déjà une grande bénédiction pour moi, parce que si Dieu vous bénit, il vous donne un héritier. Ce qu'on appelle la bénédiction, c'est l'héritage. Dieu m'a donné des enfants qui sont intéressés au travail que je fais et qui aiment faire le même travail. Ça, c'est un acquis. J'ai aussi des collaborateurs qui sont impliqués, qui sont engagés. Il y a des gens qui sont avec moi depuis 1996, qui sont engagés et qui travaillent avec leur famille dans cette organisation. Il y a aussi des organisations qui sont inspirées de ce que nous faisons et qui font, mais quand même, les gens travaillent pour avoir de l'argent, mais parfois, ils abandonnent, d'autres persévèrent, mais le plus important, c'est de trouver beaucoup de gens qui s'engagent avec détermination pour aider les personnes vulnérables. Et c'est ça que nous voulons. Mais au moins, nous sommes convaincus qu'après nous, l'organisation vivra et vivra pour toujours. Comme aujourd'hui, nous avons les Caritas, nous avons les grandes organisations, Save the Children, c'est une organisation familiale de la famille de la reine qui continue à évoluer depuis 1945. Nous croyons que la Lisadel après nous vivra parce que nous avons les héritiers qui sont intéressés à pouvoir travailler là-dessus, des personnes qui ont adhéré à la Lisadel, qui travaillent, dont leurs enfants sont impliqués dans le travail. Nous espérons que ça va marcher après nous. Si la victime vient seule, le magistrat, c'est une opportunité pour avoir de l'argent. Tant que le magistrat ne s'implique pas à sanctionner sévèrement les auteurs de violences sexuelles, les auteurs potentiels s'y engagent. Deuxième responsable, ce sont les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds qui viennent dans notre pays ici font du théâtre. Ils mettent l'argent là où ce n'est pas nécessaire. On ne peut pas mettre fin aux violences faites aux femmes à travers la sensibilisation. Ce n'est pas la sensibilisation qui va pouvoir freiner les violences sexuelles. Ceux qui viennent jouer les violences sexuelles, ce sont des sanctions. À travers le monde, on prend des sanctions sévères contre les auteurs de violences sexuelles. À travers le monde. Il n'y a que dans ce pays, on dit qu'il faut sensibiliser les gens pour cesser de violer les femmes. Ça n'existe pas.
ce qui fait freiner les violences sexuelles, c'est la sanction. Parce que au bout de l'acte, vous tournez votre tête 1000 fois, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est ça qui freine, qui bloque. Sinon, si on tient compte de la sensibilisation, et les prêtres n'allaient pas violer les enfants, les pasteurs n'allaient pas violer les enfants, parce que c'est lié à la nature de l'homme. Mais ce qui les bloque, ce sont les sanctions. Mais malheureusement, la plupart des bailleurs de fonds qui viennent dans notre pays, ils envoient l'argent dans des choses inutiles qui n'est pas une solution. Des millions de dollars sont déversés à l'RTC, mais ça ne porte pas la solution. Il n'y aura pas la solution. Et je suis convaincu que dans 10 ans, si on continue avec cette allure, avec les magistrats véreux, avec les bailleurs de fonds fantaisistes, j'espère que la solution, il n'y en aura pas. Peut-être si l'État lui-même, il mettra des moyens pour que le combat se réalise de manière effective. Ma recommandation, d'abord, vis-à-vis des magistrats. Les magistrats doivent savoir que les violences sexuelles, c'est une calamité pour la nation. Une femme violée, c'est une femme détruite. Si on doit pouvoir favoriser les auteurs qui violent les femmes, au détriment des femmes violées, même Dieu aussi ne sera pas d'accord avec eux. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de magistrats, soit chassés, soit perdent leur vie, soit dans leur famille, il y a des calamités. À cause du fait qu'ils les traitent avec légèreté, les dossiers des femmes violées, les dossiers des orphelins, les dossiers des femmes abandonnées. Je demande aux magistrats de travailler de sanctionner de manière sévère les auteurs de violences sexuelles pour que la situation des femmes change. Deuxièmement, je m'adresse aux bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds qui viennent dans notre pays, ils croient que les violences sexuelles, c'est un fonds de commerce. Ils montent des programmes qui n'ont aucun sens pour notre pays, pour régler le problème des violences. Plusieurs programmes inutiles. Tout ça pour justifier l'argent que les bailleurs de fonds donnent dans le pays ici. Je crois que, je demande aux bailleurs de fonds, tous les bailleurs de fonds qui viennent avec toutes ces idées-là, je crois que notre Dieu que nous prions pourra s'occuper d'eux. Soit leur carrière va terminer dans ce pays, soit Dieu va les chasser dans ce pays. Ils doivent se mettre en tête que ce pays, c'est un pays béni par Dieu. Dieu ne voudrait pas que l'argent que les bailleurs de fonds donnent, donc les donateurs occidentaux, les hommes de bonne foi, de bonne volonté, vous donnent pour pouvoir aider les femmes vulnérables à trouver la solution à leurs problèmes. Cet argent-là puisse être le moyen de survie pour vous. Cette histoire doit finir. Je m'adresse au gouvernement congolais. Il faut que l'État congolais mette des moyens nécessaires à la disposition des organisations qui travaillent contre les violences sexuelles. Ils ne doivent pas continuer à regarder, à donner des miettes. Nous avons besoin de millions de dollars pour aider les femmes et les enfants. Nous avons besoin de millions de dollars pour construire les foyers sociaux. Nous avons besoin de millions de dollars pour aider à accompagner les femmes en justice, pour obtenir des sanctions contre les auteurs, pour dissuader les auteurs potentiels. Et si cela est fait, nous espérons que ce pays-ci, le changement que nous attendons, pourra se réaliser. Que Dieu bénisse notre pays, que Dieu bénisse les autorités, particulièrement le président de la République, pour la bonne volonté qu'il a pour ce pays. Nous voulons qu'il continue et qu'il soit protégé par notre Dieu, afin que l'Afrique soit libérée, afin que le Congo soit libéré totalement. Et nous croyons que le Dieu du ciel, à qui il a donné ce pays, pourra le protéger.